vous donner quelques chiffres suite à un signalement qu'on fait au procureur de la République. Quand on constate une situation de danger pour un enfant, une situation de danger grave et imminent, le procureur place 2 à 3 fois par an sur notre hôpital. Voilà, on a 2 à 3 placements par an. Je pense que c'est important de donner ces chiffres, puisque désormais, c'est plus à démontrer, on valorise la place de l'enfant auprès de ses parents. Je pense que vous en avez parlé peut-être précédemment. Maintenant, on valorise le maintien de l'enfant auprès de ses parents avec des dispositifs de soutien à la parentalité. Il existe en effet plusieurs types de prestations sociales qui peuvent venir en aide aux parents qui sont dans le besoin. Alors l'objectif ici, c'est pas du tout de faire un cours magistral de droit de la sécurité sociale, mais vraiment de survoler ces dites prestations qui sont appelées prestations familiales, à ne pas confondre avec les allocations familiales qui sont elles-mêmes des prestations familiales. Alors pour vous donner un petit panel de ces prestations, on a d'abord la prime de naissance qui est versée aux parents pour les aider à faire face aux nouveaux frais auxquels ils vont être exposés, parce qu'en effet, des couches, des biberons, des tire-laits, des habits, ça coûte cher. Et c'est en tout cas des nouvelles dépenses. Il y a aussi des allocations familiales qui sont versées aux parents à partir de 2 enfants, pour les aider à élever leurs enfants dans des conditions financières stables. Il y a aussi l'allocation de rentrée scolaire pour permettre aux parents de faire face aux dépenses qui accroissent forcément lors de la rentrée de septembre. Alors, son montant varie en fonction de l'âge de l'enfant. De façon plus spécifique, il y a aussi ce qu'on appelle l'allocation de soutien familial qui est versée pour l'enfant qui est orphelin de père ou de mère, ou l'enfant qui est orphelin de père et de mère. Ou bien cette allocation de soutien familial est également versée à l'un des enfants dont l'un des parents ne veut pas ou ne peut pas verser la pension alimentaire qui a été décidée par un juge en cas de séparation des parents, que cette pension est inférieure au montant de l'allocation familiale. Et enfin, on a l'AEEH, de façon plus spécifique encore, l'allocation de l'éducation de l'enfant handicapé qui est versée aux personnes qui ont la charge d'un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est de 50% ou 80% selon les cas. Et puis, il y a un autre grand type de prestations dont j'aimerais vous faire part. Ce sont les prestations qui sont destinées à concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Il y a d'abord les prestations qui permettent de compenser financièrement la cessation ou la réduction de l'activité professionnelle d'un parent, afin de lui permettre de s'occuper de son enfant. Et il y a aussi, à l'inverse, la prestation pour garde de jeunes enfants qui est versée aux parents qui continuent d'exercer une activité professionnelle pour compenser les frais de garde de l'enfant. Et cette prestation est pour moi, au-delà de l'aspect financier, c'est vraiment un garde-fou aux violences intrafamiliales, parce que ça participe à leur jugulation, parce que ça permet aussi aux parents qui en ressentent le besoin de souffler, d'avoir une vie professionnelle et de ne pas se sentir piégé avec son enfant. Ça lui permet aussi à ce parent, généralement la mère, de ne pas voir son enfant comme un frein à sa carrière ou bien comme un bouclier à ses relations sociales. Donc, au-delà de cet aspect financier, il y a aussi l'aspect psychologique, financier aussi, mais psychologique, qui entre en jeu pour cette prestation. Les prestations sociales, familiales que tu présentes, Jessica, sont intéressantes pour venir au soutien des familles qui accueillent des nouveau-nés, des enfants. Mais à mon sens, elles sont tout de même limitées.
Et la première limite, qui est pour moi une évidence, et vous allez le voir pour vous aussi, c'est qu'elle ne profite qu'à un certain nombre de personnes. En effet, sur la maternité où j'interviens, j'accompagne quotidiennement, mais vraiment quotidiennement, des personnes qui sont sans droit ni titre, qui sont sans papier, qui sont en situation irrégulière ou qui sont demandeurs d'asile. Alors, les demandeurs d'asile, c'est des dames qui arrivent en France au terme d'un voyage long, au terme d'un voyage parfois douloureux. Elles accouchent sur leur maternité et non, elles ne peuvent pas prétendre à ces prestations. Je pense que pour illustrer mes propos, c'est bien que je parle de certaines situations. Par exemple, en ce moment, j'accompagne une dame qui s'appelle, on va appeler Madame D. Elle est originaire de Guinée. Elle est arrivée sur le territoire français il y a quelques mois. Elle a tout de suite déposé une demande d'asile. Faute de place en CADA. En CADA, c'est un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Vous savez que le dispositif est saturé. Elle a intégré le squat de Gerland. Sur le squat, elle a fait la rencontre d'un homme qui est devenu son compagnon et elle est rapidement tombée enceinte. Cette dame-là, voilà, je l'accompagne, je vais aller jusqu'au bout dans mon accompagnement. Elle va percevoir l'allocation demandeur d'asile. Peut-être qu'à un moment donné, elle accédera à un CADA, à un centre d'accueil, si elle trouve de la place, mais elle n'accédera pas à d'autres aides. Et la seconde limite qui m'apparaît, et là aussi que je vois dans mon quotidien, c'est que certaines personnes qui ont droit, qui disposent d'un titre de séjour ou qui sont françaises, donc qui peuvent en prétendre, ne les demandent pas. Mais c'est un défaut d'information, ou bien c'est que la personne est dans une situation, on sait bien malheureusement il y a des mécanismes parfois où plus on se retrouve vulnérable, justement, moins on est apte ou moins on est enclin à faire des demandes et qu'on laisse passer, comme vous l'avez dit, des prestations auxquelles on aurait droit par ailleurs. Là c'est un défaut d'information pour le coup, c'est simplement que la personne n'était pas à ce moment-là tout simplement capable de faire la demande. Je ne suis pas sûre que ce soit une question de capacité. Je crois vraiment que ce soit un manque d'information, mais un manque d'information du droit en général. Alors, ce que tu décris, Claire, ça porte un nom aussi chez nous, les juristes. Ça s'appelle le non-recours au droit. Ce sont des personnes qui, en effet, remplissent les conditions pour bénéficier d'une prestation, mais qui n'en font pas la demande et donc ne la perçoivent pas réellement. La troisième limite, et qui est peut-être la plus importante, évidemment, aux prestations sociales et familiales, c'est le contexte familial, environnemental. Parce que, quelque part, peu importe la situation financière de la famille, peu importe les aides auxquelles elles ont droit, si on perçoit un nouveau-né dans une situation de danger, un risque de danger, dans ce cas-là, on sera tenu de signaler la situation familiale au service de la protection de l'enfance. Et on voit bien qu'on rencontre des familles qui ont des difficultés financières, peu importe le bord social, peu importe le niveau social intellectuel des familles, peuvent être en difficulté pour apporter tous les soins, toute l'attention, tout le cadre psychique qui permet à un enfant de se développer correctement. Comment communiquer entre nous? Est-ce que mettre en place automatiquement une coordinatrice, un coordinateur qui prendrait toutes les femmes, peu importe leur situation sociale, et qui les guiderait, qui les guiderait vers tous les intervenants? Alors moi, du coup, j'ai deux propositions à faire. Une première complètement irréalisable et démago, mais je vais quand même la dire pour pousser à l'extrême les propos. Il faudrait qu'il y ait plus de prestations avec des conditions d'ouverture plus larges. Donc concrètement, dans un monde idéal, il faudrait qu'il y ait une véritable universalisation des prestations, afin que toutes les personnes qui sont présentes sur le territoire et qui en ont besoin puissent en bénéficier. Et là, on voit tout de suite se profiler deux limites. Une première limite, alors je ne suis pas économiste, je suis que juriste, mais je ne suis pas certaine que financièrement, ça soit envisageable. Et deuxième limite,
Je pense que ce n'est pas toujours le réel problème. Le vrai problème, et c'est ce qui a été souligné par les intervenants auparavant, c'est ce que tu as souligné, Claire, c'est un véritable manque de coordination qui peut encore exister entre tous les services médicaux, paramédicaux, sociaux. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça aille quand même un peu mieux ? L'information. Je pense que c'est le nœud de la guerre, c'est l'information, la transmission de l'information. C'est le sachant, finalement, ça serait la personne qui aurait les informations et qui pourrait les délivrer. Mais pour transmettre des informations, il faut être auparavant formé. Et on en revient, je pense qu'il y a 2 piliers, il y a 2 fils conducteurs qu'on a entendus depuis ce matin, c'est la formation et la coordination. Et le professeur Desportes a fait le lien entre les deux. Il faudrait des formations, alors même si ça existe déjà, mais les renforcer, des formations combinées, des formations entre tous les protagonistes, entre tous les intervenants. Alors, ça changerait peut-être pas grand-chose pour ces personnes qui sont sans titre, mais ça aurait peut-être pu changer le cas des personnes que tu vois, ou qu'est-ce que je fais de cette déclaration de grossesse, ou alors laisser plus de temps, mais le temps c'est de l'argent, hein, j'en suis consciente, hein, mais laisser plus de temps aux sages-femmes pour expliquer, prendre un temps, plus d'explications. Comment mesurer l'efficacité de ces aides ? Elle est difficile cette question-là parce qu'on l'a vu et j'en ai parlé, que certaines familles ont droit à ces aides et que quelque part on a des situations de vulnérabilité malgré tout. Peut-être, alors je sais pas si ça peut-être au moins pour les personnes qui en font la demande. On va laisser de côté là pour l'instant celles qui ne le font pas. Pour celles dont vous avez connaissance des démarches effectuées, est-ce que vous estimez, alors on peut pas entrer dans tout le détail, mais que ça a vraiment un impact positif sur la suite ? Ma place, elle me permet pas d'évaluer ça. C'est-à-dire que les mamans, je les accompagne du 3e mois de grossesse jusqu'aux 3 jours de vie de leur nouveau-né. Donc je vois au moment où elles perçoivent la prime à la naissance. Alors oui, c'est sûr, comme tu l'as dit, ça permet d'acheter un lit pour bébé, du lait, des couches, des choses assez banales. Le reste, bon, je ne le vois pas. Mais ça, vous le mesurez quand. Alors vous dites c'est banal, ça peut être banal. Peut-être que pour les gens ici, c'est entendu, mais je suis pas sûr quand volontairement je provoque en disant ces fameux discours, on en donne trop à tout le monde, tout le temps, à tous les coins de rue. Peut-être que ça, c'est peut-être des choses qu'on médiatise pas assez, justement à l'inverse, en disant l'argent n'est pas distribué pour faire joli. Acheter ce que vous dites, hein, un lit, des fournitures, etc. Encore une fois, ici, c'est entendu. Je suis pas sûr qu'aux yeux du grand public, ça le soit tout le temps. Donc peut-être quand c'est un gage d'efficacité, justement en réponse à la question. Oui, c'est vrai, effectivement, vous avez tout à fait raison. La prime à la naissance, bien souvent, les dames me disent, voilà, c'est déjà tout dépensé, elles achètent de quoi accueillir leur bébé, ni plus, ni plus. Peut-être que c'est pas à l'instant T qu'on voit l'efficacité de ces aides, c'est peut-être sur l'épanouissement de l'enfant, et peut-être même à l'âge adulte, quand il fait une rétrospective de son enfance et qu'il n'ait pas l'impression d'avoir manqué de quelque chose dans son enfance, et que la précarité financière de ses parents n'ait pas été une vulnérabilité de plus pour lui. Je pense que ça n'est qu'avec le temps qu'on se rend compte de l'efficacité de ces aides. Et parfois même à son insu. C'est-à-dire que peut-être que le meilleur schéma, c'est que l'enfant n'a pas cette conscience, parce que ça, c'est aussi, ça pèse, quoi, de se dire j'ai été aidé, on m'aide. On sait que ça peut aussi déclencher des processus pas très positifs. Mais du coup, moins il en a conscience, même si elles existent, plus elles sont discrètes pour lui, mieux ce sera à l'âge adulte. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous.